Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui avec vous, avec nous, pardon. Vous l'avez entendu, moi c'est Juliane Rancroni, je suis journaliste à la RTS. C'est un plaisir de modérer cette table ronde. On va parler de notre santé et de la santé de la planète aussi aujourd'hui avec trois invités. Cléo Bertelsmayer, bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste, professeur au département d'écologie et d'évolution de l'Université de Lausanne, myrmécologue, c'est-à-dire spécialiste des fourmis. Vous vous intéressez aux insectes en général, on parle d'1 million d'espèces sur notre planète. Plus précisément, vos travaux portent sur les espèces invasives, et là, il n'y a pas que des insectes. Pourquoi et comment ces espèces arrivent jusqu'à nous dans notre contexte de mondialisation et de changement climatique? Comment elles interagissent avec leur nouvel environnement et avec nous, les humains? Et vous faites aussi partie des 120 scientifiques qui ont signé en 2020 une tribune qui fait le lien entre la crise écologique, la destruction des écosystèmes et l'émergence de la pandémie de Covid-19. Bienvenue à vous. Merci. Et à côté de vous, Valérie Dacremont, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin infectiologue, spécialiste des maladies tropicales, responsable du secteur santé globale et environnementale à Unisanté, professeur à l'Université de Lausanne. Vous multipliez les casquettes. Vous êtes aussi politicienne verte à Lausanne et militante du climat, car pour vous, c'est un devoir d'alerter sur l'impact que la crise climatique a sur nous aussi en Suisse. Et pour militer, vous marchez. Vous êtes l'une des 4 initiatrices de la Marche Bleue. Vous avez marché pendant 3 semaines de Genève jusqu'à Berne. Les femmes, vous dites, ont un rôle particulier à jouer dans les crises à venir parce qu'elles prennent des décisions qui sont davantage compatibles avec l'environnement. Bienvenue à vous. Et enfin, Nicolas Sen, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes professeur de médecine de famille à la faculté de biologie et médecine de l'Université de Lausanne, médecin-chef du département de médecine de famille à Unisanté. Vos recherches portent sur les liens entre santé et environnement. Vous êtes l'auteur d'un livre sur ce sujet. Pour vous, aujourd'hui, la place accordée aux questions environnementales dans la santé est insuffisante. Vous réfléchissez à l'impact de l'environnement sur notre santé, mais aussi à l'impact de notre système de santé sur l'environnement. Il faut repenser ce système qui émet beaucoup de CO2, vous dites. En résumé, pour vous, il est fondamental d'intégrer ce mot durabilité dans la santé, et bienvenue à vous aussi. Voilà, donc notre point de départ aujourd'hui, c'est peut-être ce constat que le dérèglement climatique impacte déjà notre santé en Suisse aussi. Ça n'est pas un scénario du futur. Du coup, aujourd'hui, on va plutôt chercher à comprendre comment se manifeste cet impact, quels sont les liens qui relient santé et environnement, et on va réfléchir à des pistes de solutions ensemble, avec vous aussi qui êtes dans le public. Et oui, c'est vous qui allez répondre à des questions tout bientôt, et vous pourrez d'ailleurs aussi en poser à la fin de cette table ronde. Mais je vous rassure, donc ça n'est pas un test noté, mais soyez peut-être quand même attentives et attentifs à ce qui va suivre. Valérie Dacremont, j'ai peut-être envie de commencer avec vous. Vous dites qu'il y a un lien étroit entre dérèglement climatique et notre santé, et tout commence avec l'eau, la terre et l'air. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Eh bien, parce que le réchauffement et les changements de température, en fait, impactent notre corps, qui commence à avoir trop chaud, bien sûr, mais surtout impactent la nature. Et on va en parler beaucoup, parce que finalement, le problème, il est avant tout écologique. Bien sûr, on parle beaucoup du climat, surtout en ce moment de l'énergie. On est un peu obsédé parce qu'on est en fait complètement addict aux énergies fossiles, donc on est très inquiet de se dire qu'on pourrait en avoir un petit peu moins, mais du coup on ne voit pas le gros problème, c'est que si on ne fait rien, on pourrait avoir peut-être plein d'énergie, mais rien à manger. Et avec ça, c'est un monde dans lequel on ne peut pas vivre. On a besoin de nourriture, on a besoin d'eau, et puis l'air qu'on respire doit être pur, sinon on ne peut pas être bien. Les effets du réchauffement climatique impactent déjà beaucoup les populations dans les pays du Sud. Vous l'avez vu de vos yeux, vous qui travaillez régulièrement sur le continent africain. Quelle est peut-être la situation dans ces pays et aussi ce qui se passe au sud du monde? Est-ce que ça peut nous arriver aussi? Oui, en fait, c'est comme si, quand on est dans le sud, on voit un peu dans le futur de ce qui va se passer ici, parce qu'on va être impacté de la même manière, mais juste avec un petit décalage, en particulier en Suisse, où on est un pays alpin, donc on est particulièrement vulnérable, la température monte plus vite chez nous que dans d'autres pays.
Et puis oui, j'ai vu, alors que la nutrition s'améliorait depuis des années, elle repart dans l'autre sens. Les gens dans les villages disent qu'à nouveau, ils ont un manque de nourriture, alors que ce n'était plus le cas. Les paysans racontent que tout est complètement perturbé. Bon, maintenant, nos paysans et paysannes le disent aussi chez nous. Eux, ils sont les premiers à sentir et vivre au quotidien le changement climatique. Et ils nous disent, mais si on continue comme ça, on ne pourra pas fournir la nourriture que la population a besoin. Nicolas Sen, vous parlez d'accélération des problèmes de santé en Suisse en lien avec les changements climatiques. De quelles maladies on parle ? On peut parler de plusieurs maladies, mais je pense que ce qui est le plus visible maintenant, c'est l'excès de mortalité qui est lié aux canicules, par exemple, au pic de canicule l'été. C'est des phénomènes qu'on voit de plus en plus fréquemment et de façon de plus en plus importante. C'est quelque chose qu'on peut quantifier. Ce qui est difficile, en fait, avec ces questions-là, c'est que c'est une part de cette mortalité qui est connue pour être liée à la chaleur, par exemple, dans les EMS ou chez les personnes avec des maladies chroniques, c'est d'attribuer cette partie qui est liée au changement climatique. On sait le faire, on arrive à le mesurer, on arrive de plus en plus précisément à estimer en fait cet excès de problèmes de santé ou de mortalité qui est lié au pic de canicule. On peut vraiment très bien corréler ça en été, par exemple, et on peut attribuer une partie de ces excès à la question du changement climatique. Vous me disiez, ce qui est pernicieux, c'est que ce sont des maladies déjà connues, finalement. C'est ça, c'est toute la difficulté, probablement encore plus avec le changement climatique, c'est qu'il y a quelque chose de difficile à palper, et c'est souvent des problèmes de santé qu'on a déjà l'habitude de connaître dans nos sociétés. C'est une accentuation de ces problèmes, c'est une accélération, vous avez parlé d'accélération, c'est une accélération de la fréquence et de l'intensité de ces problèmes de santé, et c'est toute la difficulté qu'on a à faire ce lien-là, en tout cas dans la vie de tous les jours. Cléo Bertelsmayer, vous dites que tout est en mouvement. On doit comme imaginer des milliers d'espèces qui se déplacent. Où vont ces espèces ? Alors, on entend souvent parler de réfugiés climatiques, on parle d'humains qui sont menacés par le changement climatique, mais ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'il y a des milliers d'espèces qui sont dans le même cas que nous, en fait, qui se sont, au cours de l'évolution, ils sont adaptés à une certaine température, humidité, et puis maintenant, quand il fait trop chaud, il y a des migrations vers les pôles, donc sur l'hémisphère sud vers le pôle sud, et puis ici vers le pôle nord, ou vers des altitudes plus élevées. Donc selon les capacités de déplacement, ça peut aller plus ou moins vite, mais on a déjà constaté sur la dernière 2 à 3 décennies, on voit des mouvements de plusieurs dizaines de kilomètres en moyenne sur toutes les espèces. Alors, si c'est un arbre, bien sûr, l'arbre, il ne peut pas se lever et marcher, mais il va envoyer ses graines, par exemple, et puis ces petits arbres pour en pousser un peu plus au nord que c'était le cas avant, et puis les arbres qui se trouvent vers le côté sud de la distribution finissent par mourir, en fait. Et du coup, toute la distribution de l'espèce se déplace, en fait. Et parmi ces espèces, vous évoquiez les arbres, il y en a d'autres. Il y a des espèces aussi qui sont vectrices de maladies. Lesquelles, par exemple ? Alors, donc il y a beaucoup d'espèces qui peuvent transmettre des maladies. Donc, dans le cas du Covid, on a vu des mammifères directement qui peuvent être en contact avec l'humain. Il y a aussi beaucoup de vecteurs qui sont des insectes, en fait, des moustiques. Et puis, là, notamment, on a le cas du moustique tigre, que vous connaissez peut-être. C'est un moustique qui a été importé d'Asie. On va en parler plus tard. mais voilà, donc, on a des vecteurs de maladies qui n'ont pas pu survivre avant à nos latitudes, parce que les hivers étaient trop froids, et puis voilà. Donc, ça diminue un peu les populations. Et puis maintenant, de petit à petit, arrivent quand même à établir des populations. Ces espèces, elles ont aussi un impact sur notre biodiversité ici en Suisse. Oui, alors donc la biodiversité en Suisse, elle est menacée par plusieurs facteurs en même temps. Et souvent, on pense que c'est vraiment la conjonction de ces facteurs qui va le plus fragiliser ces espèces. Donc, directement par le changement climatique, les espèces souffrent. Et puis 2, il y a des espèces qui migrent elles-mêmes ou qui sont introduites par l'humain, en fait, avec la mondialisation, le transport des marchandises, les transports. Il y a des milliers d'espèces, en fait, à l'échelle mondiale qui voyagent en permanence. Et parmi ces espèces, certaines arrivent à s'établir, et parmi
ces espèces-là, il y a un certain nombre qui posent vraiment des problèmes, qui peut directement entrer en compétition avec les espèces locales, les déplacer, les tuer directement par la compétition. Ouais, donc c'est souvent une interaction entre ces différentes menaces qui pose le plus de problèmes. On va parler de cette interaction tout bientôt. Peut-être encore une question à Nicolas Sen. On le voit, le changement climatique, il impacte notre santé physique, mais aussi notre santé mentale. On n'y pense pas toujours spontanément. On connaît par contre de plus en plus l'éco-anxiété, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots à ce sujet? Alors, effectivement, on peut voir différents aspects en lien avec les questions de santé mentale. On sait qu'il y a des aspects vraiment physiologiques de l'excès de chaleur, par exemple, sur la santé mentale. On sait qu'il y a des excès, par exemple, de décompensation psychiatrique quand il y a des grands phénomènes de chaleur, et ça, c'est indépendant de l'anxiété qu'on peut avoir à un moment donné. Après, il y a des phénomènes un peu plus complexes. Il y a une étude qui est assez intéressante, voire peut-être rigolote à certains égards. On a regardé en fait la quantité de tweets haineux qui sont émis en fonction de la température au moment où on les émet. C'était 4 milliards de tweets qui ont été analysés, puis en fait on voit qu'on supporte assez mal en fait les excès de température ou les températures très basses, parce qu'on voit une augmentation extrêmement importante d'agressivité et de relations agressives au travers des tweets dans les excès de température. Donc ça dit beaucoup de choses en fait sur notre rapport à notre environnement et comment on peut y réagir bien ou mal, en l'occurrence assez mal dans ces circonstances. Valérie Dacremont, vous me disiez aussi que quand on a l'impression que la montagne va s'écrouler sur nous, on ne peut pas forcément rester positive et positif. Oui, ça c'est une des autres catégories qui a été identifiée par le GIEC et par d'autres rapports comme le Lancet Countdown qui suit vraiment les indicateurs de santé dans différents pays. Et c'est vrai qu'évidemment quand on vit chez soi, on est dans son village et qu'on apprend comme récemment que on va devoir déménager, c'est très stressant. Ça bouleverse la vie, mais je pense qu'on parle de choses assez dures. Là, je pense qu'on doit accepter tout ça. Ça ne sert à rien de se voiler la face. Les choses changent vite. Si on ne fait rien par rapport à ce climat, ça va être franchement la catastrophe. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire plein de choses. Donc, typiquement, il y a aussi des opportunités, peut-être oui, on doit se déplacer de son village, c'est anxiogène, mais peut-être qu'on trouve un autre endroit, une nouvelle opportunité de développer une vie différente avec des envies de vivre ailleurs qui peuvent aussi être très positives. On peut faire plein de choses, on va peut-être clore cette première partie en restant sur ces mots d'espoir. Maintenant qu'on a eu un aperçu de vos visions sur ce sujet, je vous propose peut-être de passer à la partie interactive et pour cela j'appelle sur scène Cédric Garoffet qui est responsable des événements de l'UNIL. Il va tout vous expliquer. Alors, bonjour à tout le monde. On va faire une session interactive. La session interactive, c'est assez simple. On va vous poser quelques questions et vous allez pouvoir répondre avec votre smartphone. Comment ça marche ? Alors, vous avez ici un QR code et puis un site internet. Vous pouvez, avec votre smartphone, tout simplement flasher le code avec votre appareil photo, le QR code avec votre appareil photo, ou aller sur le site internet menti.com, menti.com. Pas besoin de Wi-Fi, ça marche en 4G sans aucun problème. Menti.com, je vais le faire en même temps que vous. Et puis, on va vous demander un numéro, un code. Tout est anonyme, bien sûr. Et le code, c'est 1210 05 23. Donc, menti.com 1210 05 23. Et puis, vous pouvez aussi flasher le code QR qui est à ma droite. Il y aura 4-5 questions comme ça, et puis vous pourrez reprendre votre smartphone pour voter, enfin pour choisir une réponse aux questions que l'on va vous soumettre. On va attaquer avec la première question d'à peu près 10 secondes. Allez, on attaque. Qu'est-ce qui joue un rôle majeur dans ma santé ? 3 propositions. Mon bagage génétique. Deuxième proposition, la qualité de l'environnement dans lequel j'évolue. Troisième proposition, de bons médicaments. On attend un petit peu et puis on va voir la bonne réponse. Pour l'instant, il y a 100% de la qualité de l'environnement dans lequel j'évolue. 13%, 12% mon bagage génétique. On va dévoiler la réponse et Juliane, je te redonne la parole.
Et j'ai envie de donner la parole à Nicolas Sen. Qu'est-ce qui contribue significativement à notre santé? Bon, c'est clair que vu la thématique d'aujourd'hui, c'était difficile de répondre autre chose à la question. Mais ce qui est intéressant quand on regarde un peu les études, c'est qu'on voit qu'en gros 2/3 de notre santé est liée à notre environnement, que ce soit notre environnement social, notre culture, mais aussi notre environnement naturel. On pense que notre environnement naturel, sa qualité, si la nature est en bonne santé ou pas, si on veut, c'est jusqu'à 20% de la contribution à notre santé. Et le système, c'est un peu ce qui était suggéré en fait par ce petit quiz, c'est que notre système de santé dans son ensemble, c'est 15% maximum de notre santé, alors qu'on met tout notre argent là-dedans, à peu près. En tout cas, tout le budget de la santé, il est investi dans les services de santé. Donc ça questionne beaucoup en fait sur qu'est-ce qui contribue réellement à notre santé et où est-ce qu'on investit notre argent. Valérie parlait de notes d'espoir avant. Je pense que là, on a aussi quelques notes d'espoir de dire est-ce qu'on doit continuer à mettre toutes nos billes au même endroit ou est-ce qu'on doit commencer à réfléchir autrement notre santé. Je pense que là, on a des éléments intéressants de réponse. On sait que aussi la nature a un effet bénéfique sur nous. On sait que quand on est en lien avec une nature riche, entourée par la biodiversité, on est en meilleure santé. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner de cet effet justement bénéfique de l'environnement naturel? En effet, c'est des choses qu'on commence à comprendre un petit peu mieux, et notamment que les personnes qui vivent dans des environnements avec une biodiversité plutôt riche ont plutôt moins d'allergies, et on arrive à comprendre aussi ce qui se passe, je dirais, plus physiologiquement à l'intérieur du corps qui explique ces phénomènes. Donc il y a des phénomènes de régulation, d'inflammation qui sont plus importants quand on est exposé à une biodiversité importante dans notre environnement naturel. Donc on commence à comprendre un peu mieux, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer, mais comment est-ce que ce lien avec l'environnement naturel se fait? On le voit souvent sous le côté négatif, il est dangereux, il peut être porteur de maladies, mais il peut être aussi bénéfique, en tout cas dans certaines circonstances, il peut être bénéfique dans la façon dont on est en interaction avec cette nature. Je vous propose peut-être de passer à la deuxième question. Si vous voulez rebondir, si cette thématique vous évoque quelque chose, n'hésitez pas à intervenir aussi. Valérie Dacremont et Cléo Berthelsmeyer. Alors, la deuxième question, toujours avec votre smartphone. Comment le moustique tigre, vecteur de maladie, migre-t-il? Première proposition, grâce au transport comme les camions de transport de marchandises. Deuxième proposition, en volant de petites distances tous les jours. Troisième proposition, en s'accrochant à nos animaux de compagnie. Les résultats sont assez nets. Je dévoile la réponse et Juliane, je te redonne la parole. Oui, alors Cléo Berthelsmeyer, le moustique tigre vient de s'implanter dans le canton de Vaud, on l'a appris tout récemment. Comment il est arrivé jusqu'à nous? Ouais, donc c'est juste que le moustique tigre, il est venu d'Asie en fait, et puis a été introduit par des transports de pneus. Et dans ces pneus, souvent, il y a un petit peu d'eau stagnante, de pluie, et puis c'est parfait en fait pour le développement des larves de moustiques. D'ailleurs, une des choses qui est recommandée pour lutter contre le moustique tigre, ici, c'est éliminer toutes les flaques d'eau stagnantes, par exemple dans les pots de fleurs, des choses comme ça, parce que ça, là, il adore ça. Ouais. Et est-ce qu'il y a 50 ans, cette espèce invasive aurait pu survivre ici? Alors, c'est pas très clair, donc on pense que plutôt pas, en fait, parce que c'est une espèce qui a l'habitude de plutôt aimer des climats méditerranéens, un peu plus chauds. Donc au Tessin, d'ailleurs, il a été établi en premier, et puis on pensait pendant longtemps que ce serait impossible qu'elle franchisse vraiment la montagne pour venir dans les cantons où il fait un peu plus froid en moyenne. Mais maintenant, on a la preuve que le moustique tigre, il a déjà passé plusieurs hivers ici dans le canton de Vaud. Donc, en fait, on pense que le changement climatique, clairement, il va jouer un rôle pour rendre ces endroits plus accessibles pour le moustique. Ouais. Valérie Dacremont, quels sont les risques sanitaires que ce moustique amène? Et puis, je vous entendais avant me dire que, en fait, finalement, les moustiques, c'est pas si mal. Il y a beaucoup d'animaux qui ne pourraient pas survivre sans manger des moustiques. Ça fait partie de la nature. Donc l'idée, ce n'est pas de tuer tous les moustiques qu'on voit. Oui, alors de temps en temps, la nuit, quand on ne peut pas dormir, ça fait du bien quand même. Mais c'est surtout de s'en protéger simplement nous. Et les pays du Sud ont l'habitude, ils font ça depuis longtemps. Donc peut-être on pourra dormir sous moustiquaire, c'est assez romantique finalement.
Mais sinon, c'est sûr qu'on voit des cas maintenant, des maladies transmises par les moustiques, de plus en plus dans le sud de la France, dans le nord de l'Italie, ce qui veut dire qu'on va avoir chez nous des épidémies de ces grippes tropicales, comme on les appelle. Ça fait de la fièvre, on n'arrive pas tellement à le différencier d'autres choses, donc il faut que nos médecins réapprennent à diagnostiquer ces maladies, qui sont heureusement en général juste une bonne grippe, de temps en temps des complications. Et puis surtout, réapprendre à mettre des vêtements un peu longs le soir ou quand on est dehors, pas du tout comme j'ai fait aujourd'hui, il faisait beau. Voilà. Et puis, au-delà des moustiques, il y a aussi d'autres maladies qui se rapprochent de nous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, transmises par exemple par les tiques, l'encéphalite à tique qui est arrivée vraiment depuis les pays de l'Est et qui a maintenant envahi toute la Suisse aussi jusqu'à Lausanne. Alors là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un vaccin super efficace, très sûr. Donc, il est recommandé pour les gens qui vont beaucoup en montagne, dans les forêts, qui vont se balader. Là, on peut être protégé par ça. Mais c'est sûr que toutes ces maladies, disons, c'est pas le gros de ce qui va nous impacter avec le climat. C'est ce qu'on va voir parce que c'est nouveau, inhabituel. Mais comme on l'a vu avec le Covid, le plus important, c'est d'être en bonne santé. Si on est en surpoids, si on a des maladies chroniques parce qu'on ne mange pas correctement, c'est là qu'on est susceptible à ces maladies. Si on est en bonne santé, même ces maladies-là, on va s'en défendre très bien tout seul. Donc c'est vraiment ça le message le plus important. Vous m'offrez une transition parfaite pour la troisième question. Alors la troisième question, toujours sur votre smartphone, c'est quand on parle de malnutrition, cela signifie 3 propositions, on mange trop, même 4 propositions, on ne mange pas assez, on mange déséquilibré ou tout cela ensemble. On attend quelques secondes, une tendance assez nette se dévoile sur l'écran. La bonne réponse, et puis Juliane, je te laisse la parole. Oui, alors effectivement, c'est la définition de l'OMS. De nouveau, peut-être encore vous, Valérie Dacremont. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce lien entre changement climatique et malnutrition ? Oui, je crois il faut qu'on retrouve et qu'on revienne à une alimentation qui n'est pas des aliments processés, artificiels, plein de sucre, plein de sel et plein de graisse. C'est aussi simple que ça. Et en plus, ça tombe bien parce que du coup, on peut manger des aliments locaux, ça va aider nos paysans et nos paysannes qui ont vraiment besoin de soutien. Donc, je pense qu'on y gagne tous. Là, il n'y a vraiment que des bénéfices sur la santé, pour notre société, de manger de manière beaucoup plus équilibrée. Nicolas Sen, il y a un lien entre malnutrition et maladies infectieuses. Quel est ce lien ? Ça dépend. Quand on parle, alors, ça dépend de quelle malnutrition on parle. Effectivement, quand il y a des problèmes de déficit d'apport calorique ou de déséquilibre d'apport calorique, on va avoir effectivement des phénomènes qui vont se surajouter d'infections. Ça, c'est des choses qu'on peut voir. C'est vrai que c'est des choses qu'on voit moins chez nous. C'est plus en lien avec ce dont parlait Valérie, c'est-à-dire les problèmes de déséquilibre alimentaire. Et ça rejoint la première question, en fait, sur où est-ce qu'on va chercher les solutions pour notre santé, qui sont dans le système de santé, qui sont en fait des problèmes de société. Ces problèmes de perturbations alimentaires, de malnutrition en termes d'excès d'apport de viande, de nutrition trop salée, etc., c'est des problèmes de société plus que des problèmes de santé, alors qu'on les traite dans le système de santé. Là aussi, on a beaucoup de pistes. Ça évoque peut-être une piste qui est intéressante, c'est la question des co-bénéfices, c'est-à-dire de repenser notre santé en fonction une nutrition durable, c'est-à-dire avoir une vision de l'agriculture et de la nutrition qui est aussi durable dans le temps pour les écosystèmes. Et ça, je pense que cette approche-là, elle est intéressante aussi pour les questions de nutrition et d'adapter en fait notre façon de nous nourrir pour permettre aux écosystèmes simplement de continuer à survivre et à nous fournir des services qui nous sont utiles. Valérie Dacremont, vous me disiez que vous aviez une crainte il y a quelques années, en 2019 si je ne me trompe pas, par rapport aux légumes qu'on mange ici en Suisse. Quelle est cette crainte ? Crainte qui a été confirmée, pardon. Oui, c'est vrai que j'avais fait une dia à l'époque où je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer vraiment chez nous ? J'ai combiné la désertification de l'Espagne, là où sont produits tous nos légumes. En fait, quand vous allez à la Migros ou à la Coop, c'est en général de là que viennent une grande partie. Donc là, ça se désertifie, il n'y aura plus.
Donc ça veut dire que chez nous, on a quelle nourriture? On a surtout des vaches, donc on a surtout de la viande. On n'a pas assez du tout de légumes. Donc ça veut dire que déjà le phénomène des multinationales qui nous vendent une nourriture complètement déséquilibrée pour nous rendre délibérément dépendants du sucre, par exemple, ça peut risquer de s'empirer si on n'a que de la viande à disposition, mais pas de légumes normaux pour manger. Donc on doit vraiment complètement repenser l'agriculture en Suisse. Il y a beaucoup de discussions à ce sujet, mais c'est capital. On peut passer à la 4e question. Alors, la 4e question qui va apparaître sur l'écran principal. Comment des escargots géants africains se sont-ils retrouvés en vallée? Première proposition, ils ont migré spontanément poussés par la hausse des températures. Deuxième proposition, ils ont été introduits par l'être humain. Troisième proposition, ils se sont échappés du zoo des marécottes. La bonne réponse est la deuxième proposition. Juliane. Oui, alors en tout cas, ils n'ont pas migré spontanément poussés par la hausse des températures. Le zoo des marécottes, quand même, recueille quelques voix. Cléobert Elsmayer, racontez-nous cette histoire des escargots géants africains, s'il vous plaît. Oui, alors on a commencé dans mon équipe à s'intéresser à ces escargots parce que, en fait, on les trouve sur les réseaux sociaux. Que les gens ont ces escargots qui peuvent être assez grands en fait. On peut même imaginer cette taille-là, un petit ballon de foot. Et souvent les gens les mettent en contact avec leur peau, donc comme ça sur le visage, même sur la tête, sur la bouche. Et en fait, c'est beaucoup de jeunes filles aussi qui font des tweets que ce serait la bave de cet escargot serait bon pour la peau. Et donc c'est une espèce invasive parmi les 100 pires du monde parce qu'elle peut pondre un nombre d'œufs important et puis elle pose vraiment de graves problèmes pour l'environnement. Donc nous, on a commencé à s'intéresser à ce commerce des escargots africains. Puis en fait, c'est pas qu'un problème pour l'environnement, c'est aussi un problème pour la santé parce que c'est un vecteur de pas mal de parasites et de pathogènes. Et parmi voilà, il y a une image de l'escargot. Donc parmi ces pathogènes, notamment, ils transmettent un hématode, c'est un petit ver qui d'habitude est dans les poumons des rats. Et en fait, il peut être transmis à l'humain et puis causer une méningite chez l'humain. Et ça se fait souvent par le contact avec la peau. Donc en fait, c'est extrêmement... pour moi, c'était extrêmement effrayant de voir tous ces gens qui les mettent sur la bouche, par exemple, les font sur les photos sur Instagram. On parle donc de personnes en Suisse ou c'est des tweets qui nous viennent d'ailleurs dans le monde? Oui, de Suisse. Alors, on a regardé sur les réseaux sociaux un petit peu qui a ces escargots, où ils sont. En fait, c'est super répandu en Europe d'en avoir maintenant. Et puis en plus, alors qui dit animaux de compagnie, dit aussi qu'il y en aura qui seront relâchés dans la nature. Parce que toujours, il y a des gens qui, au bout d'un moment, ils en ont marre un petit peu de ces animaux. Ou, voilà, les enfants ont grandi, ils n'en veulent plus. Donc, ces animaux exotiques, il y en a toujours une proportion qui va se retrouver dans la nature. Et l'escargot géant, en fait, c'est une espèce plutôt tropicale, donc on pensait que ce risque-là serait moins important, en fait, que ce sera plutôt les gens qui directement vont l'acheter, l'avoir à la maison. Mais en fait, on en a retrouvé en vallée il n'y a pas longtemps, et il paraît qu'il aurait quand même une certaine capacité à passer l'hiver, parce que l'escargot, il fait des petits trous, donc il s'enfouit profondément sous terre, et puis au printemps, il réémerge. Donc il pourrait quand même peut-être survivre ici dans la nature. Et puis le changement climatique, certainement, va aider aussi à adoucir les températures hivernales. Est-ce que les médecins sont de plus en plus confrontés à des cas de contact entre animaux, avec des animaux exotiques? Valérie Dacremont ou Nicolas Sen? En tout cas, en médecine, je suis plus du côté de la médecine générale. Je dois dire que ça reste relativement anecdotique de rencontrer ça au jour le jour. En plus dans des consultations spécialisées de médecine tropicale et encore, c'est quand même plutôt, enfin tu pourras compléter, mais plutôt des maladies importées quand même.
c'est rarement qu'on est confronté à ce genre de choses. Je sais pas si tu veux. Oui, je pense que c'est anecdotique. Je pense que ça fait du bien aux humains d'être en contact avec les animaux. On a eu à un moment la mode des rats. Et là, on a eu des cas de leptospirose qui se sont transmis, qui est une bactérie transmise par les rats et qui a tendance à augmenter à l'heure actuelle avec les inondations, justement, parce que du coup, les rats prolifèrent et on a ce problème-là. Mais ça reste quand même encore assez anecdotique chez nous. Mais je dirais que c'est quand même pas parce que c'est pas vraiment un gros problème de santé qu'on ne doit pas être un peu effrayé et éviter justement ces migrations pour d'autres raisons écologiques. C'est anecdotique, mais de manière plus générale. Donc là, on parle de mobilité humaine, de contact entre humains et animaux sauvages. Valérie Dacremont, vous me disiez qu'on est désormais à l'ère des pandémies. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on déforeste massivement sur la planète pour toutes sortes de raisons commerciales. Et puis, du coup, on a des espaces naturels, des animaux sauvages qui sont en contact beaucoup plus avec nos animaux domestiques. En fait, autrefois, les animaux représentaient peut-être 1% de ce qu'il y avait sur la Terre, et nous, on était... 99%, nous on était 1% et on avait très peu d'animaux domestiques. Maintenant, c'est la biomasse des mammifères, on en est à 2/3, c'est les animaux qu'on élève pour manger ou pour d'autres fonctions. Nous, on est à peu près 1/3 et il reste 1% d'animaux sauvages. Et en fait, ces animaux domestiques, cet élevage intensif fait un incubateur pour ces pathogènes exotiques qui viennent du monde sauvage, et ensuite qui est transporté à toute vitesse avec l'avion, parce qu'on a vraiment explosé nos quantités de vols en avion, qui fait que ça se propage extrêmement vite à travers la planète, et ces trois facteurs ensemble font les pandémies. Comme celle exactement du Covid qu'on vient d'avoir, ouais. Merci. Je vous propose de passer à la dernière question, et ensuite on vous donnera la parole à vous pour des questions. Alors, la dernière question... Je vous laisse quelques secondes pour reprendre votre smartphone et on va la voir sur l'écran. Que puis-je faire pour me faire du bien et faire du bien à la planète en même temps ? 3 propositions. Rien, c'est trop tard pour la planète. Deuxième proposition, plein de gestes quotidiens. Troisième proposition, rien, c'est trop tard pour ma santé. La réponse, Juliane. Nicolas Sen, vous disiez avant, il y a des activités humaines qui ont un double bénéfice pour la santé humaine et pour l'environnement. On parle d'approche de co-bénéfice. Quel type d'activité ? On peut, je pense, il y a plein de domaines différents, mais je pense que les 3 domaines les plus intéressants, en tout cas actuellement, on a parlé pas mal de la question de la nutrition. Donc se nourrir plus sainement à la fois en préservant la planète, je pense que ça c'est un aspect de co-bénéfice. Le deuxième, c'est la question de la mobilité, c'est-à-dire de passer une mobilité plus active à vélo ou à pied au détriment de la voiture, si on dit négativement. La mobilité est vraiment un gros facteur de transformation d'habitudes de vie qui ont un impact bénéfique aussi sur l'environnement. Puis le troisième, c'est d'avoir un contact avec l'environnement naturel plus régulier, qui peut aussi amener des changements de comportement dans une perspective de préservation de l'environnement naturel. Je dirais que ça, c'est un peu les 3 domaines, en tout cas, qu'on commence à comprendre et à explorer en santé. Tout en la façon dont est libellée aussi la question, on met beaucoup l'accent sur les responsabilités individuelles. C'est probablement 1/3 des réponses. Je pense que la majorité de la réponse, elle se situe dans le système dans lequel on travaille et dans lequel on vit. Et on ne peut pas tout seul, avec nos gestes quotidiens, faire changer la planète. Et je pense que ça, c'est très déprimant, en fait, de le voir sous cet angle-là. On doit comprendre que le système doit changer dans son ensemble. Par contre, on peut être un facteur de changement du système. Et il faut toujours avoir ces 2 niveaux en tête. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas changer le système tout seul qu'on ne doit rien faire individuellement. À l'inverse, ce n'est pas parce que c'est le système qui doit changer qu'individuellement, je ne dois rien faire. On a besoin de ces compléments. On a des études qui nous montrent la complémentarité des changements de comportement entre individuels et structurels, et on a besoin des 2. On ne peut pas se passer de l'un et de l'autre. Développer un médicament qui pollue moins, ça aussi c'est un exemple. Peut-être Valérie Dacremont ? Oui, je pense que c'est surtout en consommer moins d'une manière générale. On sait que l'impact environnemental de notre système de santé, c'est avant tout la quantité de médicaments qu'on ingurgite tous les jours et les énormes quantités de tests. Là, c'est la responsabilité vraiment des soignants d'essayer d'intégrer cette idée qu'on peut revenir à une médecine un peu plus raisonnable, surtout qu'à force de faire autant de médicaments et de tests, on devient délétère finalement.
Donc voilà, et je pense que c'est vrai qu'il faut aussi se rendre compte que les gestes individuels sont importants, mais pour nous soignants, c'est très choquant de voir qu'au niveau fédéral se prennent des décisions comme refuser de diminuer même de 10% la teneur des sucres dans les aliments. Ça veut dire qu'en fait, délibérément, on crée des malades. Et c'est nous, après le système de santé, qui sommes impactés, qui sommes débordés aux urgences. On n'est plus du tout assez nombreux pour voir la quantité de population qui est en mauvaise santé. Donc ça, c'est des choix de société. Le Parlement a refusé 3 fois une loi sur la prévention. Sincèrement, nous, les soignants, on ne va pas pouvoir continuer comme ça si on ne fait pas de prévention. Pour revenir sur l'impact du système de santé sur l'environnement, c'est quoi qui pollue le plus dans ce système de santé actuellement aujourd'hui? C'est essentiellement les infrastructures. Enfin, c'est pas très différent en fait du reste de la société, à l'exception peut-être des médicaments, mais les infrastructures, les hôpitaux sont des structures très lourdes qui consomment énormément d'énergie, pas forcément à bon escient. Donc c'est surtout les infrastructures, c'est la mobilité pour se rendre dans les hôpitaux, c'est le chauffage des hôpitaux, et puis c'est tout ce qui va avec le fait de faire fonctionner une IRM, par exemple, produit énormément de CO2. On peut calculer la quantité de CO2 pour réaliser une IRM chez une personne, c'est environ 23 kg de CO2. Alors ça ne vous dit peut-être pas grand-chose en termes de chiffres, mais si on était dans les accords de Paris, ce serait déjà un quart de notre budget, rien que pour notre santé. Donc on n'a pas fait grand-chose quand on a fait une IRM. En plus, en gros, 1 fois sur 2, on l'a fait pour rien en Suisse. Donc on voit que l'impact, et là c'est que le CO2, l'impact sur l'environnement est extrêmement important du système de santé, dans la façon dont il fonctionne. Voilà, donc c'était la dernière question. Je vous propose d'ouvrir un moment dédié à toutes les questions que vous voudriez poser à Cléo Bertelsmeyer, Valérie Dacremont et Nicolas Sen. Il y a, je pense, 2 micros qui circulent dans la salle. Moi, je vous propose de lever la main si vous avez des questions et quelqu'un va vous amener un micro, un de ces micros. Merci. Je voulais savoir si vous avez déjà eu à soigner quelqu'un qui a été piqué par le moustique tigre. Alors, beaucoup dans les pays du Sud. Et en Suisse, il n'y a pas encore de transmission locale. C'est-à-dire que c'est que des cas importés, soit du sud de l'Europe, soit surtout des pays tropicaux. Alors, moi, j'ai été piquée par le moustique tigre lorsque j'ai fait un voyage en Thaïlande. J'ai senti les premiers symptômes 2-3 jours avant de quitter la Thaïlande. Et arrivé chez moi, j'étais vraiment très très mal, je ne savais pas ce que j'avais. J'ai téléphoné au CHUV et j'avais perdu, je ne sais plus comment je m'appelais. J'ai été au CHUV pendant 4 jours. On m'a fait des prises de sang, beaucoup de prises de sang, des choses comme ça. J'ai voyagé 18 heures avec 42 fièvres. Et je suis restée dans 4 jours au CHUV sans qu'ils trouvent et ils m'ont renvoyé à la maison. Le 5e jour, je suis montée, j'étais tapée aux maladies tropicales et il y a une doctoresse qui m'a pris. Elle m'a dit « Madame, vous avez la dengue ». Et j'ai dit « Je fais quoi ?» Elle m'a dit « Rien, on attend ». Et c'est-à-dire c'est 9 jours de fièvre à 39-40, perte de poids à 45 kilos, des taches dans tout le corps et la mémoire qui est partie. Tout à fait, oui. C'est sûr que c'est le service dont je m'occupe où vous êtes venu, donc c'est une... Pardon ? Vous êtes venu dans mon service, en fait, pour cette maladie. Je suis venue chez vous ? Oui. Vous C'était pas souvenez-vous ? moi que vous avez vu, mais un ou une de mes collègues. Donc on s'occupe effectivement des voyageurs qui reviennent avec des maladies tropicales. Donc vous m'avez soignée ? Pas moi, je pense, je m'en souviens okay. pas, mais mes collègues proches, puisque je m'occupe du service de maladies tropicales de Unisanté, lié au CHUV. Donc oui, effectivement, vous avez raison, on voit des voyageurs qui reviennent avec ces maladies. Et comme je le disais avant, on les appelle des grippes tropicales, parce que c'est effectivement la grippe, c'est pas drôle, le Covid, c'est pas très drôle, et ces grippes tropicales, c'est pas drôle non plus, comme vous l'avez signalé. Heureusement, la plupart du temps, ça finit bien. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de traitement spécifique, on n'a pas de traitement antivirus. Et il n'y a pas pour l'instant encore de vaccin contre la fièvre dengue. Beaucoup d'études sont faites pour essayer d'en trouver un, parce que dans les pays du Sud, ça a un énorme impact, en particulier sur les enfants en Asie. Beaucoup d'enfants meurent de cette maladie.
Donc il y a beaucoup de recherches qui sont faites et on espère avoir un vaccin à un moment ou à un autre. Parce qu'après, bon, vous n'avez plus de fièvre, mais pendant 3 mois, vous ne pouvez rien faire. C'est un peu comme un Covid long, comme on dit, toujours couché. Oui, toujours. toutes les maladies infectieuses peuvent faire ça, effectivement. Okay. Merci beaucoup. Il y a une autre question juste derrière, madame. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour cette interview et cette conférence. J'avais juste une question pour vous, madame de Cremont, mais en fait, c'est une maladie à déclaration obligatoire, c'est juste. Pardon, la dengue est une maladie à déclaration obligatoire. Oui, tout à fait. Ça veut dire en fait que... elle n'est pas considérée comme encore transmise en Suisse, elle n'est pas à déclaration obligatoire pour la Suisse, mais on documente les cas. Parce que pour le chikungunya, par exemple, qui est une maladie à déclaration obligatoire, si je ne me trompe pas, en fait, il y a un contact qui est fait avec les services de médecine et les services de lutte contre le moustique tigre, et c'est prévu en fait que systématiquement, quand il y a une déclaration d'une personne malade, eh bien, il y a un traitement qui se fait aux alentours d'où habite la personne pour éviter en fait la possibilité de transmission entre la personne et les moustiques locaux. Et oui. Ma question, ça serait, est-ce que ça ne pourrait pas se pratiquer et se développer aussi pour la dengue? Parce que je sais qu'il y a passablement de cas. Alors, Merci. Je pense que le Covid a vraiment soulevé le problème plus général de comment on surveille les maladies. Et on n'avait aucun système de surveillance en Suisse, pour l'instant, à part pour la grippe. Alors que, par exemple, dans les pays du Sud où je travaille, les gouvernements sont extrêmement habitués à ça et ça fait longtemps qu'ils surveillent les maladies pour détecter tout de suite des choses qui émergent, des épidémies. Donc, effectivement, ça rentre dans ce cadre. Pour l'instant, on ne l'avait pas fait parce qu'on n'avait pas la dengue, on n'avait pas le chikungunya. Maintenant que ça va émerger, c'est sûr que c'est très important de faire cette surveillance pour tout de suite agir sur notre environnement pour essayer d'éviter que ça se propage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Toutes les questions sont les bienvenues. Ne soyez pas timides. Et voilà une main qui se lève vers... Oui, parfait. Oui. Merci à vous de venir nous redire tout ceci. Et puis, je crois que les choses sont claires. Le changement climatique impacte la santé. Quels sont, à vos yeux, les moyens les plus efficients pour qu'effectivement, la prise de conscience soit forte et qu'on mette réellement des mesures en place? Parce que je suis conscient que l'individu, c'est peut-être qu'un tiers, mais nous sommes le système aussi. Et des fois, dire c'est le système qui veut, c'est peut-être un peu se voiler la face. Quand je vois, par exemple, qu'en mobilité en Suisse, on vient d'augmenter le tarif des transports, en train, on pense mettre une voie de plus sur l'autoroute, les voitures prennent toujours plus de place, on est toujours plus nombreux, on a peu conscience quand même que nous devons faire quelque chose réellement, ne serait-ce que par la démographie. Quand je suis né, nous étions 5 millions en Suisse, on est 9 millions. Clairement, il faut qu'on partage les ressources, qu'on évite de les gaspiller. Mais quels sont, selon vous, ce qui peut nous aider à progresser? Nicolas Sen peut-être, ou Cléo Bertelsmeyer? C'est une question difficile. Si on a la réponse, peut-être qu'on ne serait même plus là à faire la conférence. Mais vous mettez le doigt sur un point extrêmement important. Je pense que la question du contre-discours ou de l'imaginaire est extrêmement importante. Alors, c'est peut-être très académique, mais c'est quand même des pistes sur lesquelles on travaille de plus en plus à l'université et c'est vraiment quelque chose de transdisciplinaire. C'est-à-dire qu'on travaille sur ça, qu'on soit en sciences de l'environnement, qu'on soit en médecine, de travailler vraiment sur un nouveau discours c'est quoi les nouveaux imaginaires de la santé, si on parle de la santé, ou c'est quoi les nouveaux imaginaires de la vie ou du vivre ensemble. Et actuellement, je pense qu'on n'a pas de contre-discours au discours dominant qui nous permet de vivre de la façon dont on vit actuellement. Et je pense que alors ça paraît un peu abstrait dit comme ça, mais c'est vraiment se raconter des histoires, se raconter des nouvelles histoires de vivre ensemble qu'on a besoin de développer. La santé peut être un des vecteurs, c'est probablement aussi ce qui nous anime sur ces questions-là. C'est que la santé, alors l'humain est probablement relativement égoïste. Quand on lui parle de sa santé, peut-être qu'il voit les choses un tout petit peu différemment. Mais créer des nouvelles histoires, se raconter des nouvelles histoires est pour moi, je pense, un élément fondamental en fait du changement. Vous voulez... Oui, je pense que c'est cette transformation intérieure pour pouvoir avoir un impact sur l'extérieur. Et je pense que l'autre élément aussi, c'est de sortir de cette société très individualiste auquel on était arrivé parce qu'on est si riche
Et je pense que là, il faut vraiment qu'on dépasse ça. C'est-à-dire, rien que de discuter avec nos voisins, avec des amis, de se mettre à 3, 4 et de dire « Ah, moi j'en ai marre de ça, j'ai envie de changer quelque chose ». Et ça peut être changer dans sa propre vie, je ne sais pas, faire un cours de cuisine végétarienne tous ensemble, ça peut être hyper sympa. Ou alors c'est de dire « Moi, ça ne me va pas que cette autoroute soit construite, ça n'a plus de sens, c'est complètement aberrant à notre époque ». Et de lancer une pétition ou un recours pour bloquer cette autoroute. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Tout seul, c'est beaucoup trop dur. Moi, je rencontre beaucoup de gens isolés chez eux, chez elles, qui ont peur du climat, mais qui n'osent même pas en parler autour d'eux ou d'elles, et puis qui doivent absolument sortir de cet isolement, parce qu'en plus, on peut bien avoir beaucoup de plaisir à faire toutes ces choses ensemble. Donc, retrouver cette solidarité, c'est essentiel. Oui, peut-être. Oui. Moi, je pense aussi, par rapport à ce que disait Nicolas Sen, que c'est très important la manière dont on raconte les histoires. Une chose que je constate, parce que je travaille vraiment sur les désastres, si on veut, en écologie, le changement climatique, la mondialisation, entre autres, les espèces envahissantes. Mais en fait, souvent, si on annonce une conférence comme on le fait ici sur le changement climatique, qu'est-ce qui se passe? On touche surtout des gens qui sont déjà sensibles au sujet, en fait, et qui ont envie d'en apprendre plus, qui sont très ouverts, qui veulent savoir quels sont les gestes du quotidien qu'on peut faire. Et en fait, ceux qui sont sceptiques ou quasiment, même anti-changement climatique, on ne les touche pas. Donc, ça c'est vraiment pour moi une des grandes réflexions qu'il faut avoir, c'est comment quand même essayer de convaincre les gens qui sont pas forcément convaincus ou encore sceptiques. Et je pense qu'une des choses, c'est de leur parler de choses qui les touchent eux. Donc par exemple, quelqu'un qui est très attaché à ça va aller en montagne, par exemple, à la nature, la belle nature quand il était enfant, et puis raconter comment ces espèces sont menacées aujourd'hui par ces différentes menaces, la déforestation, les espèces introduites, le changement climatique. En fait, on peut plus essayer d'enseigner des choses sur ces menaces-là, mais pas en les mettant en centre, mais mettant en centre quelque chose qui touche les gens. Donc que ce soit une espèce, soit un environnement, quelque chose qu'ils aiment en fait. On a encore un petit moment pour une dernière question. Bonjour, Olivier, ingénieur. Alors, je vais un petit peu dans le sens que vous disiez qu'il y a des gens qui sont peut-être pas climato-sceptiques comme ça, mais qui pensent qu'il peut y avoir des effets qui vont dans l'autre sens, parce qu'on est très catastrophique dans l'image qu'on a. Est-ce qu'il y a aussi des effets qui peuvent être positifs du changement climatique ? Peut-être des endroits où on peut cultiver mieux, peut-être sur la santé des régions très froides, où voilà, il y a quand même probablement aussi des effets positifs du point de vue de la santé. Je pose la question, si par exemple on n'était pas dans un réchauffement climatique, mais dans une nouvelle glaciation, est-ce qu'on aurait le même genre de discours en disant ça va pas, finalement est-ce que c'est pas le changement, le danger, est-ce que c'est pas une des raisons principales, est-ce que c'est pas le changement? En fait, le danger, il vient de l'instabilité, c'est-à-dire que notre climat devient complètement instable. On sort de la zone de sécurité où l'humain a toujours vécu depuis des milliers d'années. L'humain n'a jamais été confronté pour l'instant à un climat instable, et ça va être la première fois. Donc on sort vraiment de cette courbe, on voit très bien cette zone. L'humain, depuis qu'il existe, a toujours été dans cette zone, et là, on est complètement sorti. Donc, c'est pas un climat dans lequel on peut vivre. Donc, c'est pour ça qu'on doit le ramener absolument dans cette zone de sécurité. Donc, il n'y a pas d'impact positif pour l'humain parce qu'on ne peut pas survivre simplement dans un monde instable comme ça. Bien sûr que des pays qui vivent tout au nord vont peut-être pouvoir cultiver un peu plus, mais c'est les gens du sud qui vont arriver pour dire non, mais nous, on ne peut plus vivre au sud, donc on vient vous prendre vos terres au nord, donc c'est compliqué. Par contre, ce qui est positif, c'est que c'est peut-être enfin quelque chose qui va stopper ou freiner cette espèce d'accélération dans laquelle on était. En fait, notre civilisation ne pouvait pas continuer comme ça, en dehors même du réchauffement climatique. C'est cette accélération dont on souffre tous au travail, dans la vie quotidienne,
je veux dire, quand on est exponentiel, à un moment, ça explose. Enfin, on explose en vol, c'est pas possible autrement. Donc, on allait bien devoir, notre civilisation, à un moment ou un autre, se calmer. Et c'est peut-être que ça, c'est une opportunité de le faire. Donc, moi, je pense que la bonne nouvelle, elle est là, surtout. Merci, je pense que ce sera le mot de la fin. On a terminé notre temps. J'ai envie de rester sur cette notion de solidarité qu'on évoquait juste avant, sortir de chez nous, discuter entre nous pour essayer de changer les choses. Merci infiniment d'avoir été là avec nous aujourd'hui, Cléo Bertelsmayer, Valérie Dacremont et Nicolas Sen. Merci à vous pour votre curiosité, pour vos questions sur ce sujet difficile aussi. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les quatre pour cet échange riche. On repart avec plein de pistes de réflexion et surtout avec en tête l'image de cet escargot géant format ballon de foot qui s'échappe du zoo des Marécottes. J'ai vu que si vous avez encore envie d'échanger, Cléo Bertelsmeyer et Nicolas Sen sont disponibles à l'espace dédicace qui est juste en face de vous quand vous sortez pour dédicacer leurs 2 livres, Les guerres secrètes des fourmis pour Cléo et Santé et environnement vers une nouvelle approche globale pour Nicolas. Ils seront là jusqu'à 13h30. Et puis si vous avez envie de rester avec nous, de prendre de la hauteur, je vous invite à rester encore un peu pour la conférence de l'alpiniste Jean Treuillet qui nous parlera de la vie à 8000 mètres d'altitude dans une dizaine de minutes. Merci beaucoup et une très belle suite de journée à vous.
Oui, alors je vois qu'il y a beaucoup de monde. Ça va être sympa.